Il y a deux étapes, je pense. Il y a le fait de rêver, de voir la Terre de haut, de flotter en apesanteur pour jouer. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'aller dans l'espace, pas pour bosser. Mais après, quand on y va, c'est parce que, bon, c'est pour le travail. Jusqu'à l'année dernière, c'était que des professionnels qui vont dans l'espace pour travailler. On a envie de servir la science, la connaissance, on a une graine d'explorateur, d'aventurier, en fait. On ne devient pas astronaute par hasard, hein. C'est d'abord parce qu'on le veut. Hein. C'est combien de temps le voyage, là? Alors, écoutez, entre le décollage et l'arrêt des moteurs définitif pour être en orbite, c'est 8 minutes et demie. Non, 8 minutes et demie. En 8 minutes et demie, on passe de 0, altitude 0 km/h, à 200, 250 km d'altitude et 28 000 km à l'heure. 8 minutes et demie. Non, 8 minutes et demie pour aller dans l'espace. C'est rapide, hein. Je peux aller le temps de la pub. Hein. Je fais un aller-retour. En orbite. Il y a beaucoup de pubs. Donc en fait, on traverse l'atmosphère le plus vite possible. C'est pour ça qu'on part verticalement. Au bout d'une minute, on est à une fois la vitesse du son. Ouais. Au bout de 2 minutes seulement, on est à 5 fois la vitesse du son au-dessus de l'atmosphère. Après, on incline la trajectoire, on accélère horizontalement jusqu'à ce qu'on atteigne cette vitesse. Parce que lorsqu'on a cette vitesse de 28 000 km/h, tout moteur éteint, on tombe attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. On a la même trajectoire de chute libre que la courbure de la Terre. Voilà, c'est le principe. Ah ouais, c'est incroyable. Génial. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas d'imitation de vitesse. J'ai envie de poser quelques... C'est vrai, il n'y a pas, y a pas un gars, Ah, mais c'est... On vous a flashé à 29 000 km. Il n'y a pas de feu rouge, pas d'obstacle, rien. Il n'y a pas d'embouteillage. Hein. Enfin, parfois, il y a les débris, c'est un des risques majeurs d'ailleurs de... Non, un des risques majeurs, c'est que Anne Hidalgo débarque dans l'espace. Ça, c'est un risque. Il n'y a pas un oiseau qui vole là-haut? Oui, mais il est très proche, près de la caméra. Mais... non, c'est votre photo. C'est votre photo. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Voilà le Sahara oriental et occidental. Voilà comment on voit la Terre depuis l'espace. Voilà. Et à l'occasion, je ne sais pas si vous avez remarqué l'épaisseur de gaz que constitue notre atmosphère, vue par le côté, on se rend compte que c'est rien du tout. C'est incroyable. Donc on se rend compte que la vie est fragile. C'est pas la Terre, elle nous survivra. C'est nous qui sommes fragiles. Alors, tu vois, l'oiseau est là. Oui, l'oiseau. Parce que je crois qu'il est très sur l'oiseau, en fait. Ça, c'est le télescope spatial Hubble, pris en photo. Le jour de Noël, je viens de le larguer dans l'espace après sa réparation. Qui s'est déjà fait larguer dans l'espace? Alors, je vais vous poser quelques questions sur vos premières fois dans l'espace et sur ce que vous en avez pensé, comment vous les avez vécues. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez enfilé votre combinaison spatiale? Alors au début, on le voit un peu comme un ennemi, le vaisseau, le scaphandre, parce qu'ils vont nous exposer à un danger important. Mais une fois qu'on est bien entraîné, qu'on connaît bien notre matériel, notre combinaison, on l'aime. Elle est lourde, la combinaison? Alors, celle qu'on porte à l'intérieur, non, c'est juste une enveloppe étanche. D'accord. C'est de l'ordre de la dizaine de kilos. Ah ouais. Celle qu'on porte à l'extérieur pour sortir dans le vide, c'est plutôt 100 kilos. Quoi? 100 kilos. Mais en apesanteur, on le sent pas. Tu les 120, bien sûr. Quand on s'entraîne dans une vraie chambre à vide, pour s'habituer à ce scaphandre, en fait, il est suspendu par des câbles à des poulies, sinon on se casserait la figure et on se blesserait grave. Ça, ouais, 100 kilos, mais bon, on les sent pas. Alors, vous vous rappelez de votre premier décollage? Oui, en fait, vous savez, on parle avec les anciens qui ont tellement fait ça qu'on se fait une idée très, très précise. Et en fait, rien ne m'a surpris pendant le premier décollage. Ouais. En fait, la première grande surprise qui frappe, c'est dès qu'on arrive près du hublot et qu'on voit pour la première fois la Terre. Vous étiez côté hublot? Vous étiez en 22D? En fait, non, j'étais à l'opposé, mais dès que j'ai pu me débrêler, donc je vous dis, 8 minutes et demie après le décollage, on va vers le hublot, et là, c'est waouh! Et là, on est vraiment émerveillé et bouleversé. C'est indescriptible, il faut le vivre. Même dans le film Gravity, Matt Kowalski, joué par George Clooney, s'émerveille comme un gamin. Et on l'a tous vécu, même si vous êtes le plus endurci des astronautes, on en a des larmes aux yeux. Mais c'est ça, le premier vol, on se dit, est-ce qu'on a peur? Non, parce que la peur, c'est un sentiment lié à l'inconnu. Ouais. Donc si je vous amène demain dans l'espace, vous avez raison d'avoir peur parce que vous ne connaissez rien, sauf si vous êtes un casse-cou. Mais nous, quand on part, ça fait des mois qu'on sait que ce jour-là, cette heure-là, ce sera mon job, on s'entraîne. Et au moment où ça arrive, c'est normal dans notre vie de le faire. Ouais. Et en fait, on connaît notre vaisseau par cœur, on est entraîné à toutes les pannes possibles. On passe 70% de notre temps à nous entraîner à des combinaisons de pannes où on a à la fois la fuite d'air, la fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Et on s'entraîne. Et à la fin, on part serein en se disant, quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Ah ouais. Quoi, Jo, ça te fait rêver, ça? T'as envie d'aller dans l'espace avec moi, j'ai l'impression. Comment tu sais? Je le sens, je l'ai senti. Ça se sent que ça. Ouais. Je suis pas sûr que les gars ont envie de nous voir. C'est vrai que la première fois qu'on... Il ne faut pas, non.
Hein J'ai dit, s'il faut pas de casse-couille. Non, casse-cou. Ah, j'ai de casse-couille, moi. Pour ça, j'ai dit, moi, j'ai dit casse-couille. Je l'adore. Je crois qu'il y a des gars qui vont aller. Il y a des casse-couilles là, qui arrivent. Tu sais, il y a des gars, tu sais, ils sont dans. Il y a des casse-couilles apparemment dans une. Casse-couilles aux alentours de la Terre. C'est un mec qui risque tout. Casse-cou. Vous êtes claustrophobe? Ça fait peur d'être enfermé. Non, d'abord, non. Maintenant, oui. Ah ouais, c'est vrai que ça. Parce qu'on est dans un milieu fermé. Hein. Il ne fait pas Avant, beau non, dehors, avant, on ne peut non. pas sortir. Donc, on peut pas sortir, ouais. dans les tests de sélection, il y a un test de claustrophobie. Ah ouais. On nous met dans une sorte de sac qui fait 1 mètre de diamètre, Ah ouais. on est recroquevillé. Non. On vous dit pas combien de temps vous allez rester dedans, on vous demande juste de ne pas vous endormir, c'est pour tester la claustrophobie. Non, mais c'est incroyable. Ça, voilà, moi, ça, c'est ça qui me gênerait. Moi. Moi aussi. Hein, c'est vrai. Ah ouais, ça, hein, c'est. Mais même si vous êtes claustrophobe, vous approchez du hublot, vous voyez l'immensité de l'univers, la Terre, et là vous oubliez. Hein. Ah ouais, vraiment? Ouais. Et on peut pas sortir, même faire un petit tour, il n'y a pas des. On sort que si vraiment nécessaire, parce qu'on prend un risque accru quand on sort. Il n'y a rien, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez dormi dans l'espace? Oui, en fait, le premier vol, c'était un vol au 3-8. On était en 2 équipes qui dormaient pendant que les autres travaillaient. Et en fait, on avait chacun une couchette qui ressemblait un peu à un sarcophage, une boîte toute petite. Et donc, quand on le voit, on se dit c'est vraiment réduit. Mais quand on flotte dedans, tant qu'on ne touche pas les parois, on peut avoir l'impression qu'on est dans une chambre immense. Ah ouais. Et en fait, on dort bien. Voilà, on dort bien, mais il faut attacher son sac de couchage. Ouais. Il y en a qui sont déjà réveillés en dehors, mais maintenant, dans les sacs, il y a des ouvertures pour les bras, la tête. Et moi, j'aimais bien dormir au plafond. J'accrochais mon sac au plafond. J'essayais de faire tout ce qui est impossible à faire sur Terre, mais que je peux faire parce que je suis en apesanteur dans l'espace. Je le faisais faire pipi à l'envers, manger à l'envers, vivre à l'envers, Comment on fait pour faire dormir au plafond. Comment on fait pour faire pipi? Parce que c'est un coup à se reprendre. dans la gueule. Chacun a son entonnoir perso qu'on branche sur le tube qui va vers le réservoir et il y a un système d'aspiration. Ah ouais, d'accord. Donc on alors Il y a quelqu'un derrière. C'est bon, tout est réglé. Non mais c'est d'accord. Non mais je savais pas. Non mais c'est vrai. Vous vous rappelez là? Est-ce que vous avez déjà eu un truc où vous vous êtes dit voilà, j'ai une petite frayeur ou jamais. Il y a un truc qui vous est arrivé, il y a un truc qui marchait pas ou un truc comme ça. Voilà, on a souvent eu des pannes, mais pas graves. Par contre, lors de mon 3e vol, il s'agissait de réparer le télescope spatial Hubble. Vous savez, ce télescope qui a donné des images fantastiques et qui était en panne totale. Les sorties dans l'espace devaient durer 6 heures maximum. Moi, j'étais pilote du bras robotique à l'intérieur pour déplacer mes collègues, qui eux étaient à l'extérieur. Et au bout de 6 heures, ils n'arrivent pas à fermer la porte du télescope qui était gondolée. 6h30, 7h, 7h30. Donc là, on commence à se dire, on est en train d'entamer les dernières réserves d'oxygène, d'électricité, de système d'absorption du gaz carbonique. Donc on s'inquiète. Bien sûr. Mais on l'a bien géré. On a battu le record absolu de durée de sortie dans l'espace, 8h20. Ah ouais. Alors il y a de quoi boire, mais il n'y a pas de quoi manger. Donc je peux vous dire, avant de sortir, ils se prennent tous des gros plats de pâtes et de... Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est incroyable. Moi, je suis fasciné par ça. J'adore. Vous avez fait donc 3 missions dans l'espace au cours de votre carrière. Vous avez eu donc l'occasion de vivre 28 jours en tout dans l'espace. 3 fois une dizaine de jours. C'était des vols en navette spatiale que vous avez vus, qui sont des vols très courts, très intenses. Elle n'a pas de panneau solaire. Ouais. Donc on ne peut pas profiter de l'électricité qui est disponible en continu. La Station spatiale internationale, elle est habitée en continu depuis 22 ans. Elle n'a jamais exigé qu'on lui amène de l'énergie électrique depuis le sol. Elle l'a par le soleil depuis le début. Bien sûr. Voilà. Donc, alors par contre, quand on part très très loin, le soleil n'est plus là et il faut des systèmes radio-isotopiques. Vous savez, les sondes voyageurs qu'on a lancées il y a 45 ans, en 77, les 2 sondes qui ont quitté le système solaire, qui sont à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, elles marchent encore. Grâce à ces générateurs radioisotopiques, enfin les ingénieurs étaient... Alors on dit souvent que vous êtes une des personnes qui avait sélectionné aussi Thomas Pesquet. Oui, j'étais dans le jury de sélection. C'est une expérience très intéressante qu'il a vécue lui-même cette année, puisqu'il était dans le jury d'une sélection de nouveaux astronautes qu'on va annoncer dans 1 mois. C'est incroyable. Donc comment ça se passe? Ça, c'est fou pour tous les gens qui nous regardent, là, qui se disent, moi j'ai envie de devenir astronaute. Peut-être toi tu vas devenir astronaute? Non. Non? T'as pas envie? Ça te fait pas rêver? Bah, alors mais après, astronaute, faire le job, mais juste aller dans l'espace pour le fun, ça oui. Exactement. Ah bah ça oui. Oui, voilà. Elle veut que du fun. Hein. Regardez. Elle est comme ses cheveux, elle veut que ce soit fun. Hein, voilà. Alors, mais la première chose, c'est qu'il faut écouter les informations pour entendre un appel à candidature.
D'accord. Donc dans les journaux, dans la presse, à la radio. Et si vous sentez que c'est dans vos tripes, c'est au fond de vous-même, c'est vraiment le truc qui vous va, et que vous êtes à peu près en bonne santé. Il ne faut pas avoir une santé parfaite, mais en fait très bonne dans certains points précis. C'est-à-dire lesquels Par exemple, le côté cardiovasculaire et visuel. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui bossent. Si vous n'avez pas à piloter des machines, vous n'avez pas besoin d'avoir une vue parfaite. Castaldi, c'est mort. Visuel. Ça va sans jamais. Mais par exemple, l'Agence spatiale européenne va sélectionner le mois prochain un parastronaute. C'est un astronaute qui a un handicap d'un pied ou d'une jambe, parce qu'on ne sert quasiment pas des jambes. Ouais, donc vraiment, c'est des choses très précises. Ça sert juste à se fixer le corps quand on doit bosser avec les deux mains. Vous faites des tests, ils font des tests. Et après, ça s'étale sur 1 an et demi. Ouais. Ça commence par les tests qui coûtent le moins cher, parce que c'est 10 000, 20 000 personnes qui candidatent. Et puis les tests les plus coûteux, on les garde à la fin, quand l'entonnoir a fini par regarder. C'est quoi les tests les moins chers? C'est des tests. C'est remplir un dossier. D'accord. Après. Un chèque barré. Pitance de loyer. Non, mais et voilà. Et donc, ça des tests psychologiques de personnalité, des tests psychomoteurs d'adresse gestuelle, des tests psychotechniques de logique de réflexion, de mémoire. Après, il y a des tests psychologiques de dynamique de groupe, et c'est là qu'on est pour la première fois face à un jury de personnes, d'humains, dont un astronaute. Ouais, alors donc, là, je vous dis, de ce que je sais, ici autour de la table, il n'y en a pas un qui... vous en verrez pas, qui vont se présenter. Non, mais vous ne pouvez pas le dire à l'avance. Parce que, moi, je peux vous le dire. Quand vous regardez le parcours de certains astronautes qui ont marché même sur la Lune, il y en a certains, jamais on n'aurait pu parier sur eux dans leur adolescence. Certains étaient des... Ah mais eux, ils sont plus dans l'adolescence. Non. Quand vous êtes apte médicalement, c'est bon. Alors, si vous êtes professionnel employé par les gouvernements, il y a des âges de la retraite. Toi, Castaldi, tu es en train de te chauffer? Moi, je suis capable. Attends, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme. Mais John Glenn a volé à 65. Je suis pilote. Il n'a pas eu 30 millions. Mais frère. Mais j'ai pas 30 millions. Non, mais c'est vrai. Non, mais toi, donc lui, non, je pense que tu passerais pas. Parce que il paraît que quand on est en gravité zéro, on a mal de mer, c'est vrai ça? Ça, c'est un problème. Non, il y a un astronaute sur 4 qui se sent un petit peu nauséeux, mais ça passe très vite parce qu'on change. Le corps subit des changements dans le système musculaire, osseux, urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, immunitaire, vestibulaire. On devient extraterrestre sur le plan physiologique. D'ailleurs, vous amenez un astronaute qui vient de passer 6 mois dans l'espace aux urgences. Les examens préliminaires vont laisser penser aux médecins, même sans leur dire d'où il vient, qu'il est atteint du sida, d'ostéoporose, de maladie cardiaque, de troubles de l'équilibre, de problèmes visuels. Ah oui. Mais chez l'astronaute, c'est normal et ce n'est pas signe d'une maladie. C'est pour ça qu'on contribue beaucoup à faire avancer la médecine en prêtant notre corps à toutes sortes d'expériences. Oui. Et en combien de temps ça redevient terrien, le corps en combien de temps vous vous réadaptez à la Terre? Alors, on s'adapte très très vite à la pesanteur, mais on met beaucoup plus de temps à se réadapter à la vie terrestre. Après un vol court comme un navette spatial, ça prend, je dirais, 1 à 2 semaines. On n'a pas le droit de conduire pendant quelques jours parce que le risque d'avoir un accident est de 100%. Mais après un vol de longue durée, comme le vol de Thomas, de Samantha, qui vient de revenir de 6 mois, c'est plutôt... on se sent normal au bout de quelques semaines. Mais les Toubib nous dit, tu te sens normal, mais tu n'es pas encore redevenu normal. Joue pas tout de suite au squash, au tennis pour ne pas te déchirer. Et c'est plutôt 2 mois. Quoi. 2 mois, ouais, d'accord. C'est vrai qu'il y a Tom Cruise qui vous a contacté? Oui, en fait, pour un film, il cherchait à placer une cascade en véritable apesanteur dans un de ses Missions Impossibles. Ouais. Et puis le scénario ne s'y prêtait jamais. Donc il m'a expliqué que quand on lui a proposé le film qui s'appelle La Momie, dans lequel il y a un avion qui perd le contrôle et qui se met en chute libre, il dit là, je veux ma scène. Et nous étions les seuls à Bordeaux, avec notre avion 0G, à proposer de la vraie apesanteur. Donc il est venu faire... 4 vols avec nous, avec maquillage de l'avion à l'intérieur. Et donc, je lui ai donné le briefing. Alors, on m'a dit, tu fais en 10 minutes. Et il était tellement passionné qu'on l'a fait on l'a fait sur 3 quarts d'heure. Et il explique en anglais que ça faisait un moment qu'il avait cette idée en tête, parce qu'il aime bien, comme vous savez, faire les cascades lui-même. Ouais. Et il a parlé que de ça lors des talk-shows aux États-Unis sur ce film. Et sachez que tous les bénéfices de ces vols non scientifiques dans notre avion sont reversés aux agences spatiales pour financer la recherche spatiale. Voilà, là, je lui fais le briefing. Ce sont des vols en avion qui recréent la vraie apesanteur. En fait, on jette l'avion en l'air par une manœuvre particulière, on reste dans le domaine de vol, et pendant 22 secondes, vous êtes en apesanteur continue, comme dans l'espace. On met l'avion littéralement sur un arc orbital. Et ça coûte cher, ça? 6 000 €? Alors, donc c'est toujours l'argent. 90% des vols, ce sont des vols pour les scientifiques. Et les vols pour les individus ou les sociétés qui privatisent, c'est de l'ordre de 6 à 7 000 €.
On s'est calé sur les prix américains. D'accord. On fait que c'est que 4 ou 6 vols par an, hein, c'est pas beaucoup. Alors, et tous les bénéfices sont reversés à la recherche. Il y a des gens qui se demandent comment on mange dans l'espace. C'est des questions qui reviennent. Hein. Comment on mange dans l'espace On mange. Alors en fait, on joue avec la nourriture, même si on nous dit quand on est gamin, faut pas jouer avec sa nourriture. Mais on mange comme sur Terre, sauf qu'on n'a pas besoin de table. Tout flotte, y compris la nourriture. Voilà. Ah, c'est fort. Ah ouais. J'ai même amené du fromage de chèvre fabriqué par ma sœur. Ah ouais. Oui. Mais du foie gras, du cassoulet, du petit salé aux lentilles. Enfin bon, on a maintenant une variété de plats. J'allais dire, moi. Est-ce qu'on peut faire l'amour en apesanteur? Probablement. Oui. Bah, il a dit Calogero. On peut. Alors, parce que moi, sincèrement, je pense sincèrement que ça n'a jamais eu lieu. Quoi que si. C'est possible. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas de raison que ça Ça doit marche être pas. fait, non? Bah, si vous n'arrivez pas sur la Terre, n'essayez pas. Il faut juste bien être enlacé Déjà, l'un l'autre parce qu'il n'y a pas besoin de matelas, de quoi que ce soit, voilà, de c'est lit, ça. de Ouais, et en support. fait, ça va. Ouais, non, mais toi, déjà, entraîne-toi sur la Terre, hein, Daniel. Quand tu seras prêt, on s'enverra dans l'espace. Parce que tu vas pas démarrer tout de suite. Hein, mais ça y est, franchement, hein, tu vas y aller mollo. Hein, ma chérie. Non, mais comment on se lave? On peut se laver? Alors en fait, à cause de la pesanteur, on ne peut pas utiliser de douche, c'est trop compliqué. C'est ça. On a tenté sur Skylab, sur Mir, mais ça n'a jamais marché. Donc on utilise des gants de toilette qu'on imbibe d'un savon liquide sans rinçage. Il n'y a pas besoin de se rincer. Ah ouais, d'accord. On se le passe Donc, on se partout lave pas. et on se sent Gilles, propre. c'est pas mal pour toi l'espace. Et ça marche sur des mois, voilà, ça marche très bien. Non, mais c'est C'est les mêmes savons sans rinçage qu'on propose dans les hôpitaux pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Non, mais c'est fort. Franchement, moi, je suis. C'est du camping. La vie à bord, c'est du camping, c'est sauf ça. qu'il faut tout attacher parce que tout flotte. Voilà. Ah, toi, tu t'es mis dans un camping-car, tu peux peut-être kiffer. Caravane. Caravane, ouais. Calme-toi. Hein. Et sur les vols très longs, Jo, ça t'a intéressé tout ça ou pas? Franchement. Bah oui, quand même. Pas fou, ça? Ah, bah oui, hein. C'est intéressant. sur les vols de longue durée, Oui. c'est 2 heures à 2h30 de sport tous les jours, obligatoire. Arrête. Ah ouais. C'est le seul moyen pour ne pas perdre trop de calcium dans les os ou trop de muscles. Ah ouais, donc il faut être prêt, quoi. On pratique tous les jours. Ah ouais, tous les jours, on fait quoi? Mais Alors chez les Russes, ils ont un rower, là, un rameur. D'accord. Parce que ça fait du cardio. Bien sûr. Mais sinon, côté américain, c'est souvent du vélo, Ouais. du tapis. Ou de la muscu où on remplace les poids par des ressorts parce que les poids en apesanteur, évidemment. ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai déplacé comme ça entre le pouce et l'index des objets de 200 kilos, Non. sans effort. Ouais. Ah ouais. Donc on se bat contre des Ça doit être ressorts. cool de déménager dans l'espace. Ah oui. Non, mais Allez, non, je suis là, mets-moi là-bas. Allez, le piano. Allez, vas-y. Non, mais c'est En fait, incroyable. mon deuxième vol, c'était un vol de déménagement. On a ravitaillé la station Mir et on a transvasé 4 tonnes de matériel à la main, comme ça. Il y avait des Bretons? Des déménageurs? Non. Franchement, Jean-François, je vous jure, on adore vous écouter. Entretien avec un astronaute, Franck Claude, Jean-François Clairvoy qui nous raconte tout. Franchement, c'est un bonheur. Voilà, je voulais vous le dire. Et on va suivre tout ça et continuer, hein, parce que c'est vrai que c'est l'avenir, hein, on va pas se mentir. Et j'espère qu'un jour, on pourra tous aller dans l'espace. Hein. Non, mais c'est vrai, peut-être on fera un TPMP dans l'espace un jour. Et soyez fiers de votre agence spatiale, le C'est CNES, vrai. c'est l'agence spatiale européenne, dont on fait partie, Bien sûr. qui a le record de l'objet posé le plus loin dans l'espace. On a posé une sonde il y a une quinzaine d'années sur la plus grosse lune de Saturne à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. Ah, c'est nous qui- la sonde Huygens. C'est nous, on a posé l'objet le plus loin. C'est une sonde européenne, oui. Ah, vous avez Et puis, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, on a posé aussi un petit atterrisseur sur le noyau d'une comète, avec une précision de l'ordre du mètre, à 50 millions de kilomètres de la Terre. Bon. Quoi, avec une précision de fou. Quand on veut, on peut faire des choses incroyables. Tu vois, ouais, on peut faire des choses incroyables, Gilles. Dis-le à Fatou, tiens. Merci en tout cas, Jean-François. Merci beaucoup. Ah, franchement, c'est régalé. C'est régalé.